Hier, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, a débuté son propos par un discours insistant sur la compétitivité de nos entreprises. Bien entendu, l'activité économique, l'initiative, l'innovation, le développement, les investissements, j'en passe, doivent être encouragés et soutenus. Mais pour construire une économie solide et soutenable, cela nécessite que des signaux clairs orientent l'activité vers un développement durable, qui prennent en compte les impacts sociaux, sanitaires, environnementaux, que des actes soient posés pour maîtriser les externalités négatives qui pourront aggraver et le déficit financier et le déficit écologique si l'on y prend garde. Maintenant, si nous oublions cette dimension, nous n'assumons pas nos responsabilités, nous fragilisons notre économie et la reprise sera sans ampleur et sans lendemain. La discussion budgétaire nous conduit à traiter à la fois des grands équilibres budgétaires et des mesures concrètes en direction des ménages et des activités, dans un contexte extrêmement mouvant. Quelles sont les questions majeures ? La prise de conscience de l'impasse de la politique d'austérité en Europe, l'affaiblissement du consentement à l'impôt, la confirmation que le réchauffement climatique et les bouleversements qu'il engendre sont dus à l'activité humaine et que nous devons changer notre mode de développement. La montée en puissance des extrémismes qui fondent leur politique sur la stigmatisation et le rejet d'une partie de nos concitoyens. Ce contexte permet de comprendre l'évolution de la trajectoire budgétaire. La réduction des déficits et de la dette reste bien entendu une priorité absolue, et pour conserver notre autonomie politique, et pour libérer notre économie, nos entreprises, les ménages, d'un risque de taux d'emprunt élevé. Mais le bilan des excès de la réduction de la dépense publique dans les pays du sud de l'Europe a conduit la France et l'Europe à ralentir le rythme de la cure de diète. Alors qu'il était initialement prévu une réduction de 20 milliards de la dépense publique en 2014, le budget réduit l'objectif à 15 milliards. 15 milliards, c'est déjà énorme, du jamais vu. Nous n'en sommes pas particulièrement fiers, d'autant que cela peut parfois générer des difficultés sérieuses. Je pense aux effectifs dans certaines administrations, à l'ONF, à de nombreuses associations qui voient leur budget amputé, aux ménages qui verront le remboursement de certains médicaments baisser. Mais c'est nécessaire. Malgré cet effort historique, on voit l'opposition expliquer, sans aucun complexe, qu'il faudrait en faire beaucoup plus, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune légitimité pour avoir fait strictement l'inverse. Parallèlement, on a vu monter le rejet de l'impôt, savamment relayé par une opposition parlementaire qui oublie bien entendu de rappeler sa part de responsabilité, alors même que sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les impôts avaient augmenté de 16,2 milliards d'euros en 2011, puis de 11,7 milliards en 2012. Si le précédent gouvernement a protégé les ménages les plus aisés, aujourd'hui, la majorité cherche à préserver les ménages les plus modestes. Ainsi, dans le cadre de ce PLF, nous renouons avec l'ajustement du barème de l'impôt sur l'inflation. Nous augmentons la décote et le revenu fiscal de référence, ce qui va permettre à de nombreux Français d'améliorer leur pouvoir d'achat. Cependant, les taux se resserrent et les marges de manœuvre sont désormais extrêmement réduites. Elles sont d'autant plus réduites que les pays européens qui composent la communauté n'ont pas su dégager les convergences nécessaires à une politique économique et fiscale commune et apparaissent déstabilisés par l'impact négatif des mesures récessives. En revanche, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, pour laquelle la France a joué un rôle décisif, apparaît aujourd'hui, après tant d'années, trop d'années de laisser faire, comme une réelle opportunité de redresser les comptes publics. Clairement, il s'agit de restaurer l'assiette fiscale pour que personne, ménages riches ou grandes entreprises, ne puisse échapper à l'impôt. Concrètement, les gains espérés pour 2014, de l'ordre de 2 milliards, réduiront d'autant l'augmentation d'impôts ou la réduction des dépenses publiques. Ce résultat peut apparaître modeste au regard des 50 milliards qui s'évadent, mais il précède de nouvelles dispositions au plan national et européen qui devront rendre illégal ce qui aujourd'hui n'est qu'amoral, à savoir les montages et pratiques des entreprises multinationales leur permettant de faire de l'optimisation fiscale. Je ne veux pas laisser croire que nous aurions trouvé là le remède miracle et exclusif, mais le gisement est conséquent et l'ensemble des dirigeants européens, même les plus libéraux, l'ont bien compris. Concernant les choix politiques à opérer dans ce budget, nous pouvons d'ores et déjà nous féliciter d'un certain nombre de mesures importantes dans le domaine économique, social et environnemental.
La baisse du taux de TVA des logements sociaux traduit l'engagement de la majorité et du gouvernement pour résoudre la crise du logement et notre volonté de construire 150 000 logements sociaux par an. Cette mesure, associée aux autres annoncées en faveur du logement, la mise à disposition du foncier, la prime de 1 350 € pour les travaux de rénovation, la TVA réduite pour la rénovation thermique, un élément important de ce budget, doit permettre de provoquer dans le bâtiment un élan de nature à redonner confiance et à relancer notre économie en même temps que nous accélérerons notre sevrage aux énergies fossiles et la protection des habitants face à l'énergie chère. La mise en place d'une composante carbone dans la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est une première en France. L'introduction d'une fiscalité plus écologique va encourager des comportements protecteurs de l'environnement et inciter nos entreprises à développer un modèle économique plus sobre en énergie et en ressources. Il faut insister sur la neutralité des prélèvements qui accompagnera cette mesure. Nous nous félicitons également de l'augmentation du malus auto et de la hausse des seuils bas du malus et de l'extension de la TGAPR à de nouvelles substances. Néanmoins, nous regrettons que la compensation du crédit la contribution climat-énergie ne se fasse pas suffisamment en direction des ménages, ce qui rendra son acceptabilité plus difficile. En revanche, les entreprises seront bénéficiaires nettes à travers le CICE financé pour 15 % par la contribution climat-énergie. Nous aurions effectivement souhaité une compensation en direction des ménages modestes et de classe moyenne par le biais d'un crédit d'impôt ou d'un chèque vert. Nous regrettons également que cette nouvelle fiscalité ne mette pas fin à des signaux contraires liés au maintien d'un certain nombre de déductions fiscales nuisibles à l'environnement. Cela devient même totalement incompréhensible. Dans un système fiscal où l'exonération du kérosène tiendrait à bout de bras notre compagnie aérienne nationale et où les acheteurs de véhicules à essence ne pourraient pas bénéficier d'un bonus alors qu'elle rejette 20 fois moins de NOx que les véhicules diesel et quasiment aucune particule fine, alors que nous connaissons parfaitement les effets de ces émissions sur la dégénérescence cellulaire, les accidents cardiovasculaires et les cancers. C'est devenu intenable, Monsieur le Ministre. Nous ne pouvons plus cautionner cette situation connue de tous. Les voitures diesel, pourtant véritable danger sanitaire et contributeurs à l'effet de serre par le biais des NOx, sont aidées par l'action publique. Des mesures sociales et d'équité marquent également ce budget. Le RSA socle sera revalorisé, une garantie jeune est créée en faveur des jeunes en difficulté. Nous agissons également en faveur des étudiants par la revalorisation des bourses. Nous soutenons les familles en créant 275 000 solutions d'accueil des jeunes enfants. La possibilité de restaurer la déduction pour frais de scolarité constitue une bonne nouvelle. Si nous voulons rester crédibles dans notre projet de justice fiscale, il importe de ne pas retenir des mesures qui ont un impact direct sur le pouvoir d'achat de 1,6 million de ménages, ce qui était le cas de cette mesure. Nous aurions été mieux inspirés de réduire de manière plus importante le quotient familial qui touche les déciles de revenus supérieurs et qui, à la différence des frais de scolarité, sous-tend l'idée que tous les enfants ne valent pas autant les uns que les autres. Nous restons donc en attente d'un certain nombre de signaux forts que traduiront nos amendements dans le domaine de la santé publique, je l'ai indiqué sur le diesel, aussi en faveur de l'économie circulaire, qui consiste à produire mieux en évitant les gaspillages, en réutilisant les objets ou les matières issues des déchets pour proposer des produits plus respectueux de l'environnement, de la santé et fabriqués par des entreprises ancrées sur leur territoire. Dans la continuité du travail mené par le gouvernement, nous déposerons également des amendements ayant pour objectif de renforcer les mesures en matière de lutte contre l'optimisation fiscale, notamment en ce qui concerne la déductibilité des charges des entreprises dans les pays à fiscalité privilégiée. Le gouvernement et la majorité parlementaire poursuivent leur action. Assurer un équilibre difficile entre le maintien de l'action publique, la protection des plus modestes et des classes moyennes basses, le soutien aux entreprises et la réduction de la dette. Nous, écologistes, continuons à penser qu'une réforme en profondeur de notre modèle économique est nécessaire, car on ne peut plus se contenter de parier sur le retour d'un modèle de croissance obsolète. La conversion écologique doit devenir notre nouvelle boussole. Nos propositions dans le débat parlementaire iront dans ce sens. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.